Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette fin de semaine, l'avant-match Maritima pour les 32e de finale de Coupe de France qui auront lieu dimanche après-midi à partir de 14h45 du côté de Saint-Etienne OM sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard et en direct sur Maritima. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. J'ai l'impression de passer ma vie avec vous en ce moment. J'ai l'impression de passer plus de temps avec vous qu'avec ma petite famille. Je vois pas de quoi tu parles, Philippe Kenté. Ah pardon, Margali, pardon, excusez-moi. Avant de parler effectivement de ce qui s'est dit cet après-midi en conf de presse, j'aimerais revenir sur un des temps forts du BDS cette semaine, l'entretien avec Quentin Merlin. C'était hier après-midi, un entretien qui avait été enregistré dans cette magnifique nouvelle salle de presse de la commanderie. Et on a découvert un Quentin Merlin plutôt très détendu au micro Maritima d'un certain Karim Attab. Ouais, franchement, il était, je l'ai trouvé bien. Hein. Il faut pas oublier que c'est un jeune garçon qui n'a que 22 ans, qui a été surprotégé à l'époque à Nantes par un certain Antoine Comboiré, qui ne voulait pas l'exposer aux médias. Ce sont les journalistes nantais qui me disaient qu'il l'avait, je crois, jamais eu en zone mixte et peut-être une conf de presse, alors qu'à Marseille, il a découvert quand même autre chose. Donc le fait, encore une fois, j'insiste, ça n'a rien à voir avec ma personne, mais le fait que nous soyons de vrais suiveurs de l'OM, c'est-à-dire que les joueurs nous voient à toutes les confs, à toutes les zones mixtes, domicile, extérieur, ça compte. Oui, il n'y a pas d'opportunisme professionnel. Et pour le coup, pour un joueur comme Quentin Merlin, c'était peut-être plus facile et d'être plus en confiance avec quelqu'un avec lequel il avait un peu l'habitude de discuter après les matchs au micro, des fois un peu hors micro. Donc voilà, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites, il y a des choses vraies, des choses touchantes, et on a même pu finir avec ce petit jeu autour de l'effectif qui a été sympa. Je pense que je le referai, et je pense que je referai ce type d'entretien dans cette configuration. J'en ai même parlé avec l'OM aujourd'hui. Je pense que ils étaient pas mécontents, donc voilà, ça fait plaisir. Tout le monde est gagnant. Quentin Merlin qui revient bien, on l'a dit, de sa blessure de début d'année. Quentin Merlin, on l'espère qu'il redeviendra effectivement ce joueur très important du dispositif de De Zerbi. Il est, c'est le choix numéro 1. Bon, après, on va revenir sur l'ARCOM de cet après-midi, mais il en a touché un mot où il doit faire beaucoup plus défensivement. Mais c'est clair que, voilà, quand Quentin Merlin est au niveau, sincèrement, il n'y a pas photo. Voilà, le couloir gauche est beaucoup plus dangereux, notamment offensivement. Et dans le cœur du jeu aussi, quand à la récupération du ballon, il t'apporte cette supériorité au milieu. Il dédouble énormément avec Luis Enrique. Donc, il y a une complémentarité quand ils sont les deux aussi. Alors ça, c'était au début de saison. Parce que là, il dédouble à droite. Tous les deux. Mais on a vu qu'il y a cette complicité-là. Et surtout, voilà, quand on voit le but qu'il met face à Lille, ses qualités techniques, elles n'étaient pas approuvées, parce que c'est quelqu'un de très technique, balle au pied, très à l'aise. Mais le but qu'il met, il faut avoir beaucoup de sang-froid pour faire ce qu'il a fait. Après, c'est vrai que pour faire le lien avec la conférence de presse de cet après-midi, Roberto De Zerbi a expliqué, il dit quand même que c'est pas lui rendre vraiment service que de le faire jouer dans une défense à 4. Parce qu'il a du travail à fournir. Hier, il l'expliquait, il est formé milieu de terrain, quoi. Et quand il a rencontré le coach, il s'est dit super, je vais beaucoup toucher le ballon, je vais être un peu dans le cœur du jeu, un peu au niveau offensif. Enfin, je défende aussi, mais pour le coup, c'était un poste un peu multitâche. Et c'est vrai que dans une défense à 4, avec des joueurs offensifs devant lui, ça peut être un petit peu plus difficile d'avoir un rôle comme celui que peut avoir Amir Mourio, par exemple, qui lui est frustré de ne pas pouvoir beaucoup attaquer par rapport à son pendant du côté gauche. Donc voilà, il apprend beaucoup, et tu vois, et tout ça aussi nous montre l'intelligence et l'adaptabilité d'un homme qui s'appelle Roberto De Zerbi, parce que je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de doutes dans le premier mois et demi sur mais c'est quoi le plan B, mais là il nous a montré le plan B, il a montré le plan C, donc il a changé de schéma, il a changé les hommes. Il pense aujourd'hui que la plupart de ces joueurs sont quasiment à leur poste, et ça, je trouve que ce sont des mots assez forts. Ça veut dire que Kondogbia, pour l'instant, ça veut dire que c'est lui le plus fort
à ce poste-là, que Luis Enrique en piston droit, il n'y a pas meilleur que lui dans l'effectif, et que dans l'association Rabiot, Mason Greenwood derrière l'attaquant, ce sont les deux joueurs idoines. Et je terminerai par Neil Maupay et tout le travail qu'il a dû faire. Il l'a répété contre Bafodé Diakité. C'est un travail extrêmement ingrat. Il voit à 80%, c'est le dos de son corps qui voit le but adverse, et on lui demande aussi d'être décisif, de faire des passes D, de marquer des buts. Donc je trouve que cette explication dans la conférence de presse il a trouvé sans doute son schéma, que Rongier est à sa place en tant que homme de l'ordre, que la charnière centrale va mieux, que Murillo peut glisser, revenir. Franchement, c'est quand même aussi la confirmation que De Zerbi compte peut-être jouer un petit peu plus longtemps que ce que l'on pensait dans ce schéma de jeu. Alors, la question principale qu'on a forcément posée cet après-midi en conf de presse, c'était de savoir si De Zerbi avait l'intention de donner un petit peu plus de temps de jeu à certains joueurs qui en avaient moins. La réponse de l'Italien a été cash, pas de cadeau, c'est la meilleure équipe qui va jouer dimanche. Et moi, ça me plaît. Voilà, moi, ça me plaît. Pourquoi ? Parce que si tu fais pas le taf à l'entraînement, tu joues pas le dimanche. Et certes, on n'a qu'un match par semaine, donc je pense que c'est encore plus intelligent dans le management, parce que ça veut dire que tu n'as pas l'opportunité de jouer tous les 3 jours. Donc, si tu n'es pas bon toute la semaine, c'est autant pendant 2 semaines et demie que tu ne retrouveras pas les terrains du championnat ou de la coupe. Donc, ça te demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de concentration. Il a parlé de Jonathan Rowe, où il a dit j'attends beaucoup plus. Il a dit c'est moi qui l'ai fait venir. Il a dit mais aujourd'hui, c'est pas le meilleur à son poste, il n'en fait pas assez. Voilà, donc, et ça, quand il y a un entraîneur qui est aussi simple, qui est aussi direct et qui est aussi franc, ben moi, en tant que supporter de l'OM, c'est ce que j'attends. Conf de presse avec Amir Murillo et Roberto De Zerbi pour savoir, dans un premier temps, qui sera disponible pour dimanche après-midi. Petit état grippal, visiblement, pour Adrien Rabiot. Pardon, et pour moi aussi. Non, c'est pas la grippe. Petit état grippal, donc il est rentré chez lui. Il espère quand même le récupérer pour dimanche. Après, il y a quand même une incertitude sur sa capacité à pouvoir démarrer le match. On le sait, à chaque fois on rigole, mais bon, il fera quand même assez froid à Saint-Etienne, même si le match est un match d'après-midi. Il y aura du rythme, il faut être à 100% pour jouer un match, tout simplement. Il a parlé de Jérôme Rouli aussi, qui a un petit problème, un petit pépin physique depuis 15 jours, tout en insistant sur le fait que Jeffrey Delang n'est pas un numéro 2 dans son esprit, et qu'il est très 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 fort, que pour lui c'est un deuxième Rouli. Donc je pense quand même qu'on aura la possibilité de voir le néerlandais dans les buts. Après pour le reste, Paul Lirola, c'est donc déjà suspension de 2 matchs fermes, plus un gros problème intercostal, donc plusieurs semaines d'absence. Alexis Koum, plusieurs semaines d'absence, on le savait, et retour au sein du groupe à l'entraînement de Ulysse Garcia et d'Eli Wahi, mais ces 2 joueurs ne seront pas à 100%. Donc voilà, il y aura peut-être, si l'on en croit les propos de Zerbi, il devrait y avoir 2 changements, parce que Paul Lirola n'étant pas là, je vois pas comment tu peux sortir Murillo en sachant que Lirola ne joue pas le poste de Murillo d'aujourd'hui. Merlin a besoin d'enchaîner, donc voilà. Balerdi Kondogbia, à moins qu'il fasse un changement à ce niveau-là avec Cornelius ou Brassier, Heubière et Rongier, niet, ça bouge pas. Après, qui pour accompagner Mason Greenwood ? Est-ce que Rabiot sera suffisamment prêt, ou est-ce qu'il y aura une autre possibilité ? Et là, faites vos jeux. Parce que il y a 4 ou 5 joueurs qui peuvent prétendre à jouer le 2e poste, c'est-à-dire le poste de Rabiot. Et aujourd'hui, celui qui a le plus la cote et pas celui que tout le monde attend. Donc on va voir d'ici dimanche, parce que je vous rappelle qu'il y a Koné, il y a Rowe, il y a Harit qui sont en capacité de pouvoir faire ça, et il y a un certain Bilal Nadir. Steph, qu'est-ce que toi tu as en tête
On a bien senti effectivement que le discours de De Zerbi, toi, te plaisait. Ah oui. Donc comme voilà, ce qu'il vient de dire Karim, c'est complètement cohérent. Donc je le vois pas faire 4-5 changements. Donc si pas de Rabiot, qu'est-ce que tu fais toi comme si comme pas choix de Rabiot, bon, comme Rabiot, il aide aussi à la récupération du ballon. Je le vois peut-être après peut-être que je me trompe, mais je le verrai plus aller sur Koné peut-être, parce que Koné dans la récupération, dans ce joueur box to box, un peu à la Rabiot, longiligne, peut être à peu près, bien sûr, toute raison gardée, ils n'ont pas le même niveau, mais c'est un joueur qui a à peu près les mêmes caractéristiques techniques. Donc je le verrai le mettre à lui. Après, s'il veut relancer Harit, il y a moyen de le faire jouer. Après, comme on en a parlé cette semaine, attention, il ne faut pas aller là-bas en se disant que ça va être un match facile. Est-ce qu'il faut justement se servir de cette victoire? Je mets juste la mienne. Hein. Je pense que c'est Bilal Nadir qui va jouer. Si Rabiot ne joue pas. Plutôt que Koné. Plutôt que Koné, plutôt que oui, Harit, il est devant eux, il rentre, les autres ils rentrent pas. Et c'est vrai que ça peut surprendre beaucoup de gens parce que voilà, Koné 4 matchs 0 minutes, Harit retour de blessure, donc on te dit pourquoi pas, hein, parce que et même je pense qu'il est légitime pour pouvoir jouer, mais celui qui travaille très bien depuis la trêve de novembre, c'est Bilal Nadir, et il a du temps de jeu à tous les matchs. Donc moi, je parlais à caractéristiques équivalentes, tu vois. Oui. Après, c'est clair que le minot mérite, sincèrement, du temps de jeu. J'ai l'impression surtout qu'il le prend à la bonne. Quoi. Et ce qu'il montre quand il rentre, avec de l'envie, avec techniquement, c'est très fort aussi. Après, c'est clair que si tu as besoin de quelqu'un qui récupère beaucoup plus, mais tu vas là-bas en sachant normalement que tu vas avoir le ballon, donc c'est sur là qu'il va falloir que De Zerbi tranche. Mais Nadir, ça serait pas fou de le voir commencer le match. Mais ça sera très très important de voir quel choix va faire Roberto De Zerbi, parce que ça pourrait donner une petite indication sur les choix du mercato dans les joueurs qui ne seraient pas retenus en cas d'offre cet hiver. Et sur une hiérarchie en 2025 ? Alors, hiérarchie, oui et non, hein, parce que c'est pas parce que un des 3 ou 4 sera titulaire que ça sera officiellement le remplaçant de Rabiot ou de Greenwood, mais quand même, ça veut dire beaucoup de choses quand tu as des joueurs sur lesquels tu comptais autant que Koné, Harit et à un degré moindre Jonathan Rowe. S'il ne commençait pas ce match et que c'est un jeune joueur qui revient de blessure, qui est loin d'avoir un pédigré aussi élevé, ou alors autant d'avoir d'espoir que Jonathan Rowe par rapport à son jeune âge, je pense que ça peut-être nous indiquera que l'OM sera réceptif pour des offres sur Ismaël Koné ou sur Amin Harit ou sur les deux. Jonathan Rowe, non, hein, je vous le dis, non. Mais sur les deux autres, moi la situation d'Ismaël Koné, elle m'interpelle et elle m'inquiète, honnêtement. Parce qu'il ne jouait pas en début de saison parce qu'il était blessé. Là, il est à 100% de ses possibilités. Et 4 matchs, quand tu joues un match par semaine et que tu fais 0 minutes, ça fait mal. Ça fait mal à ton corps, ça fait mal à ta tête. Est-ce qu'il faut se servir de cette victoire à Saint-Etienne il y a quelques semaines de ça ? Ou est-ce qu'il faut remettre les compteurs à zéro ? C'est une autre compétition, c'est un autre contexte. Tu remets jamais les compteurs à zéro, parce que ça se passe bien ou mal, tu dois tirer toujours des leçons de match. Donc tu les as affrontés il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc tu te dois de regarder ce qui a bien fonctionné et essayer de réitérer. Et les quelques fois où tu as été mis en difficulté, essayer de gommer pour faire en sorte de te faciliter le match. Mais après, comme on en a parlé cette semaine, voilà, un nouvel entraîneur, peut-être des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, qui vont être revanchards, qui vont être là. Quand tu vas jouer à Saint-Etienne, on sait que c'est toujours des matchs âpres avec des coups, ça va rentrer, un public qui pousse. Donc voilà, il va falloir... moi, je ne change pas ma façon d'aborder ce genre de match-là. Si tu y vas en te disant que ça va être facile, tu risques de le prendre cher. Donc allons-y, jouons le match sereinement, avec professionnalisme. Et si tout se passe dans ce sens-là, normalement, on ne devrait pas avoir de surprise. Avec malheureusement une nouvelle interdiction de déplacement pour les supporters marseillais. On l'a appris, encore. On l'a appris ce matin. On dirait qu'on a des tensions avec tous les clubs de Ligue 1 maintenant. Ils rendent de fou. Il faut dire la vérité, hein. Sérieux. C'est bon, alors qu'on interdise tous les déplacements, mais de tout le monde. Franchement, hein, quoi ça sert moi, je suis catastrophé par ce constat. Honnêtement, hein,
tu vas à Saint-Étienne, tu mets quelques moyens pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Escorte à partir, j'en sais rien, on escorte-les à partir d'Avignon. Avignon jusqu'à Saint-Étienne. On les escorte, nous, s'il faut. Et après tu fais la même dans le sens inverse. Oui, si tu me dis il y a des problèmes souvent entre les deux, je me rappelle moi de Clermont l'année dernière, c'était énorme quoi, où les Stéphanois avaient tendu un guet-apens aux Marseillais sur l'autoroute. Ouais, d'accord, mais bon à un moment donné, sinon ça veut dire que comme tu le dis, n'importe quel club va s'inventer une rivalité avec l'OM et le problème c'est que après il y a un principe de réciprocité, mais c'est nul ça aussi, c'est nul. C'est-à-dire, les Stéphanois ont été interdits, donc tu interdis les Marseillais pour le retour. Ou vice-versa. Tu viens manger chez moi, automatiquement, il faut que je vienne manger chez toi. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un truc je sais pas, c'est une réflexion d'ensemble. Donc, après, à un moment donné, je pense qu'il va falloir vraiment se remettre en question. Parce que... Mais de toute manière, Karim, avec tous les choix qui sont faits au niveau des instances, que ce soit au niveau des supporters, au niveau de l'arbitrage, au niveau des droits télé, tu as l'impression qu'ils sont à contre-courant de A à Z. Ouais. Et ils sont en train, petit à petit, de tuer le football français et tu as l'impression qu'ils veulent dégoûter les gens en fait, qu'ils veulent les envoyer peut-être voir du rugby, il va savoir hein. Ouais, tout sauf du bon sens. Voilà, tout sauf du bon sens et tu as l'impression que c'est tout le temps à contre-courant. Quand on voit encore le match Monaco-Paris avec les interventions de Le Texier et quand tu vois ce qu'il a fait au Vélodrome par rapport à Harit, tu te dis au bout d'un moment sans être chauvin hein, si tu n'es pas volé, parce que là c'est Paris qui se fait voler, hein, parce qu'il y a rouge et ultra rouge, hein, mais tu te demandes dans sa tête comment le mec il réfléchit. Et surtout que tu as 3 mecs à la VAR, et eux ils disent pas carton rouge. Donc à quoi ils servent ? On a mis ce système-là, en plus de la Godline technologie, pour aider les arbitres. Pour réduire les erreurs. Réduire à minima. Tu as 3 mecs qui sont derrière une caméra qui vont te regarder 4, 5, 6, 7, 8 fois un angle différent. Et on n'arrive pas à voir que sur la faute à Donnarumma, il lui arrache la tête, -2, il lui enlève un œil, et que sur Harit, c'est Marquinhos qui vient dans le dos, qui le voit jamais. Ça, et le fait que nous, on le voit, et quand même, quand tu es au stade, on va te dire, ouais, vous êtes des chauvins, et vous faites que marronner. Mais non, la preuve, c'est tous les clubs aujourd'hui qui sont touchés. Voilà, après, c'est une explication, et là, voilà, je comprends mieux pourquoi il n'a rien donné à Singo. Parce qu'il a regardé la poitrine de Donnarumma et il n'y avait pas de marque. Il n'y avait pas de marque. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me dire ? Donc, vu qu'il n'y avait pas de marque, c'est bon. Il a dit, il n'y a pas faute. Intégrité du joueur. Voilà. Intégrité. Je crois qu'il y a eu d'expulsion. Il y a un match de suspension pour Singo. C'est sorti, je crois, il y a quelques minutes. Il n'y a pas eu d'expulsion, effectivement. Marc, à un moment donné, je sais pas, je sais que tu devais regarder sur la pelouse. La saison 15 de Esprit criminel, tu devais regarder. Ou Cauchemar en cuisine. Mais du coup, à un moment donné, Paris doit être à 11 contre 10. Voilà. Et donc, il n'y a pas l'expulsion. Ils perdent leur gardien. Donc, il faut rentrer Safonov. Mais bon, voilà, c'est pas le même gardien. Et en deuxième mi-temps, à un moment donné, il y a 2-1 pour Monaco, quand même. Tu te dis, c'est pas possible. Hein. Et -2, Mbolo, il défonce le bras de Safonov. Si tu perds le match, c'est bordel. Et bon, je peux te dire que s'ils perdent le match... c'est fini, finito. Je reste avec toi quelques instants. Steph parlait de ce changement d'entraîneur à Saint-Étienne. On parle d'un Norvégien. Est-ce qu'il y a des chances que ça se fasse avant dimanche ? Ah non, mais ça va se faire. Mais non, il ne sera pas sur le banc. Non, c'est Huard qui est responsable du centre de formation qui sera le coach intérimaire pour ce match-là. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient du choc psychologique. Non, c'est pas lui qui va diriger son groupe. Il va falloir je pense que c'est mieux, même pour Saint-Étienne, qu'ils prennent le groupe juste après les vacances de la trêve. C'est un entraîneur norvégien. Il y aura la barrière de la langue. Il faut une connaissance quand même un petit peu plus et du club et des joueurs. Ça va travailler beaucoup là avant de retrouver les joueurs. Non, mais il sera pas sur le banc. Après, voilà, même s'il avait été sur le banc, qu'est-ce que tu veux qu'il révolutionne en un jour Mais même, de toute manière, tu regardes l'OM. Oui, tu t'en fous. Voilà, on s'en fout. Nouvel entraîneur ou pas nouvel entraîneur. Parce que tu te dis, autant les joueurs de Stéphano ne seront pas dans le même état d'esprit que quand on est allé chez eux gagner 2-0.
certainement, parce que tu voyais qu'il y avait des tensions. Oui, il y avec aura de l'esprit l'entraîneur, revanchard, donc tu vois forcément. que les mecs, souvent, tu n'es pas à 100%. Si toi, tu es au niveau. Si toi, tu es au niveau, il n'y a pas photo. Donc, tu dois te regarder à toi, faire ce que tu sais faire de bien, gommer les petits défauts qu'il y a encore aujourd'hui, même si Murillo, il a dit, au montant en puissance, on n'est pas encore à 100%. Mais alors, j'ai hâte de voir vraiment cet effectif-là à 100%. Et si tu arrives au mercato d'hiver, à faire une ou deux recrues intéressantes, elle va avoir de la gueule, cette équipe. Et voilà, moi, le premier, sur certains matchs, Auxerre, j'avais vraiment les nerfs. Paris, surtout Je crois que Deserbi, il avait les nerfs. Mais c'est là où je te dis, c'est là où il me plaît, moi. C'est parce que tu as l'impression qu'il est comme nous, quoi, le mec. Il est là, sans filtre, il dit ce qu'il a à dire. Ça plaît. Ça plaît pas, c'est pareil. Tu es bon, tu joues. Tu es pas bon, tu joues pas. Tu peux être qui tu veux. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en faisant ça, tu fais respecter l'institution OM. Quand tu viens là, même à l'entraînement, parce qu'il y en a, souvent, on te disait, ouais, à part d'être une méga star, hein, Ronaldinho, il venait, ça ne traînait presque pas. Quand tu entendais Julie parler de lui, mais Ronaldinho, c'est Ronaldinho. Quand tu t'appelles Jonathan Rowe, Ismaël Koné, je suis désolé, tu as des choses à prouver encore, avant de vouloir te dire je me repose un peu sur mes acquis à l'entraînement. Donc, moi, tout ça, ça me va. Et plus Benassia, plus Pablo au-dessus, Ravanelli, tu sens que c'est solide. Et ça, c'est bon, c'est que bénéfique pour le club. Allez, on termine avec les pronostics pour ces 32e de finale. On commence avec Karim Attab. Je pense que tu peux ressortir avec le même résultat que le match il y a 15 jours. Donc, je vois une qualification de l'OM dans le match et pas au pénalty, parce qu'on rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation, quoi qu'il arrive. Oui, je vois l'OM marquer au moins 2 buts. Donc, 2-0, moi, ça m'irait bien avec, j'espère, un bon match de la part de Jeffrey Delang. 2-0 pour Karim. Steph? Je le rejoins. Ouais. Je le rejoins et j'aimerais que Mopé marque. Ça lui ferait beaucoup de bien. C'est vrai qu'il fait un travail vraiment très exceptionnel devant. Et il est en ce moment à la passe, donc pour le récompenser, ça serait bien que s'il peut marquer, ça serait que bénéfique. Allez, 2-0 pour l'équipe du BDS, péter une petite pièce, effectivement, c'est le conseil qu'on vous donne pour cette fin de semaine. Saint-Étienne Olympique de Marseille à vivre en direct sur Maritima à partir de 14h45. Jacques Bail, qu'on embrasse très fort, qui a lui aussi, comme Rabiot, un petit état grippal momentané. On espère le retrouver en grande forme dimanche après-midi. Ça commence à aller mieux. Donc, il sera dans le 11. On lui fait. Il sera dans le 11 au départ. On lui sera dans le 2 de départ. Non, franchement, oui. On sera à Saint-Étienne, on l'espère, avec Jaco, avec Enzo aussi, qui fait le déplacement. Et avant de terminer, je voudrais juste passer le bonjour à quelqu'un qui nous a dit beaucoup de bien sur ce qu'il pensait de cette émission. Oui, hier. Hier soir, donc c'est Lionel Deguerre. Voilà, donc Lionel, si tu écoutes pas, ça sert à rien. Mais si tu écoutes, sache qu'on t'embrasse et qu'on te remercie pour tout ce que tu as dit. Juste un petit truc, un joyeux anniversaire à ma fille, à Elena, 16 ans aujourd'hui. Ah oui. Papa, il te fait de gros bisous et il t'aime très très fort. Gros bisous à Elena, gros bisous à Lionel aussi. À tout le monde. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Le replay vidéo, bien sûr, sur maritima.fr et sur la chaîne YouTube. À dimanche, 14h15 pour l'avant-match. Et on se retrouve lundi pour le dernier BDS de... Absolument. 23 décembre, dernier BDS de l'année 2024. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 22 décembre à 14h45, l'OM se déplace à Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.